Ok, donc nous allons continuer cette deuxième partie sur les méthodes et outils participatifs. Donc, jusque-là, nous étions en train de parler du diagnostic participatif et je voudrais dire que lorsque nous travaillons sur le diagnostic participatif ou sur le suivi ou l'évaluation participative, on doit pouvoir s'appuyer sur les aptitudes qui existent dans la communauté. La communauté, comme on l'a vu, et je voudrais prendre ce temps pour revenir un peu sur l'exercice que j'ai partagé avec vous et que les uns les autres certains ont pu répondre. Lorsqu'on parle de communauté, en fait, on parle d'un ensemble de personnes qui partagent un objectif commun et qui peuvent vivre ensemble dans un même lieu ou pas. Vous avez euh, des communautés physiques, donc qui peut être par exemple un village ou qui peuvent être dans un village, donc qui dans un lieu bien localisé. Vous avez des communautés virtuelles. L'ensemble des clients, par exemple, d'un magasin, c'est une communauté. L'ensemble des personnes qui visitent régulièrement un site web, c'est une communauté. Vous qui êtes connecté à cette plateforme de formation, vous constituez une communauté. Donc, c'est vraiment important de comprendre cette notion de communauté pour dire que lorsqu'on fait donc toute initiative qu'on veut faire avec une communauté, qui peut être tout ce que j'ai expliqué tantôt là, il faut toujours s'assurer que les aptitudes qui existent déjà dans cette communauté sont valorisées, sont prises en compte. Et il est nécessaire que le facilitateur, en utilisant donc ses savoir-faire et ses savoir-être, puisse valoriser ses savoirs locaux. Du coup, il y aura plusieurs situations que le facilitateur va rencontrer. La première situation, c'est que des moments, il va simplement donc il va introduire ou lancer la discussion, les échanges entre les membres de la communauté et simplement il est en arrière et il observe. Il observe, il écoute, il suit attentivement et pour s'assurer que les uns et les autres sont vraiment en train d'avancer dans leur discussion. Quand la discussion se passe bien, il n'y a pas de raison qu'il intervienne ou qu'il donne son avis ou qu'il vienne s'y mixer dans la discussion. Quand les choses se passent très bien, il n'y a rien à faire. Donc, ça, c'est le premier cas qui permet de valoriser le savoir local ou le savoir de la communauté ou du groupe cible. Et peut-être avant d'avancer, je voudrais revenir sur le groupe cible aussi. Donc, vous pouvez avoir dans une communauté, vous pouvez maintenant cibler un groupe. Vous pouvez cibler par exemple des femmes. Donc, dans une communauté qui est un groupe de personnes qui vivent dans un même lieu, qui ont des intérêts communs, qui ont des objectifs communs, vous pouvez maintenant cibler certains membres de cette communauté. Là, on vous parle maintenant d'un groupe cible. Il y a des projets, par exemple, qui s'adressent juste aux enfants, des projets qui s'adressent aux jeunes, des projets qui s'adressent aux femmes, des projets qui s'adressent, comme j'ai dit, même dans une boutique, vous pouvez maintenant viser les clients vieux. Vous pouvez viser les clients qui sont à, à 10 mètres de votre boutique ou à 10 mètres de votre magasin, de votre usine. Donc, le groupe cible, c'est que vraiment, c'est un groupe beaucoup plus compact sur lequel on va pouvoir intervenir, avec lequel on va pouvoir interagir en vue de pouvoir réaliser ce genre de choses ou en vue de pouvoir faire ce genre de choses avec. Donc, quel que soit le groupe cible ou la communauté avec laquelle on travaille, vous aurez souvent, en tant que facilitateur, ce premier cas où vous avez lancé la discussion, vous avez lancé les échanges pendant le diagnostic participatif. Rappelez-vous, nous sommes toujours dans le diagnostic participatif, qui est l'ensemble des activités qui sont menées pour répondre aux questions qui doivent être répondues avant que l'initiative soit ficelée et mise en œuvre. Donc, le premier cas, c'est que pendant que vous êtes en train de discuter sur les objectifs, les solutions possibles, les activités possibles, les conditions nécessaires, les modalités de l'activité, des moments où vous allez rester en arrière, voir la communauté discuter. Deuxième cas de figure, quand les discussions durent longtemps. Les communautés sont en train de discuter, elles discutent, elles tiraillent, et vous vous rendez compte qu'il y a des personnes là qui sont en train de faire tirer, traîner la discussion.
Là, en tant que facilitateur, vous devez intervenir. Et là, vous devez intervenir avec tact et avec mesure. Vous devez savoir comment introduire votre intervention, comment introduire votre facilitation. Et votre intervention, votre facilitation doit pouvoir faire avancer le débat, doit faire avancer la discussion pour que les membres de la communauté puissent avancer. Et une fois ils ont cerné votre contribution, vous devez encore vous retirer pour entrer dans le premier cas. Donc ça, c'est le deuxième cas. Le troisième cas maintenant, quand les membres de la communauté sont à court d'idées. Donc les gens, vous voyez, il a mis la main sous la... Ils ne savent vraiment pas comment, là où il faut commencer. Et là, maintenant, vous devez pouvoir intervenir pour les aider à pouvoir creuser dans leur ménage. Et là, c'est là où les questions que nous avons, les types de questions que nous avons vues plus tard sont vraiment importantes. Vous allez utiliser des questions parce que, en fait, lorsque vous intervenez quand les communautés sont en cours d'idées, vous ne devez pas leur dire, par exemple, pour résoudre le problème, qu'est-ce qui se pose, voilà les solutions. Non, 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 ce n'est pas de ça qu'il est question. Il n'est pas question de leur donner des solutions miracles. Ce que vous devez faire, c'est de poser des questions. Poser des questions indirectes, poser des questions miroirs, poser des questions écran. Je vais revenir, je crois, à la prochaine leçon, je vais vraiment revenir sur la correction de tous ces exercices pour vous permettre de bien cerner ça. Donc, les questions miroirs, par exemple, les questions écran permettent aux communautés de voir, ah, OK, il est en train voilà ce il veut signifier et ça leur permet de pouvoir maintenant commencer à avoir des idées. Donc, ici, vraiment, lorsque vous intervenez, quand les communautés sont à court d'idées, comme je disais, ce sont ce type de questions qui vous permettent d'aider les communautés de façon efficace. Donc, ces éléments, vous allez les prendre plus tard, mais je voudrais m'attarder aussi sur les avantages du diagnostic participatif. Lorsque on fait un bon diagnostic participatif, il permet que la relation que vous établissez avec la communauté se passe bien. OK. Donc, le diagnostic participatif permet aussi l'implication de la communauté à un stade préliminaire. Comme je l'ai dit, parfois, que ce soit dans le cas où vous avez déjà pris des décisions avant, des projets où on a pris des décisions avant, ou des projets qui sont réfléchis entre la communauté et les acteurs extérieurs, ou des cas où la communauté a déjà réfléchi sur l'idée elle-même, le diagnostic participatif permet d'impliquer les communautés à un stade préliminaire. Et cela donne l'occasion à la communauté de décider dès le départ si elle accepte le projet, l'initiative ou pas. Et si elle accepte l'initiative, quelles sont les modalités de mise en œuvre qu'il faut pouvoir utiliser. Ensuite, la reconnaissance des objectifs fournit une base de négociation qui fait que les communautés, vous avez des cas par exemple de concessions forestières. Avant de commencer, si le gouvernement a déjà pris la décision, a déjà donné le contour au concessionnaire forestier, quand le concessionnaire forestier vient faire un diagnostic participatif, ça donne l'opportunité aux communautés de négocier en connaissance de cause. Si c'est fait vraiment de façon objective, les communautés vont réclamer les choses de manière objective. Le problème qui se pose souvent, c'est que ces concessionnaires et parfois ceux qui les accompagnent ne font pas un diagnostic participatif véritable. Du coup, les communautés n'ont pas l'opportunité de négocier efficacement. Cela donne également une expérience instructive pour la communauté. Ça donne l'occasion de comprendre le processus de développement et de pouvoir... Donc, on a eu par exemple des projets de cartographie où vous avez vu des personnes qui connaissaient la notion de cartographie, par exemple, pour se déplacer en forêt. Dans leur mémoire, ils ont cartographié la forêt. Donc, en menant avec, par exemple, les projets de cartographie, les communautés ont compris que, donc j'étais vraiment un expert en cartographie, je connaissais. Et puis, certains même ont eu des expertises en manipulation de GPS, manipulation des tablettes intelligentes qui leur ont permis plus tard maintenant d'aller même chercher de l'emploi ou d'aller mener d'autres initiatives dans d'autres circonstances.
et ça donne aussi des bases pour les futures références. Comme on l'a vu, plus tard, lorsque l'initiative va commencer à se mettre en œuvre, il faut qu'on ait des bases sur lesquelles on se place pour pouvoir dire nous sommes en train d'aller dans cette décision parce que nous avions décidé de ceci, parce que nous avions décidé de cela. Donc, quelles sont les étapes du diagnostic participatif? Le diagnostic participatif peut débuter par une réunion communautaire. On va voir les outils plus tard. La réunion de groupe, par exemple, où toute la communauté est impliquée. On invite les membres de la communauté intéressés, les bénéficiaires prévus, ainsi que les personnes qui pourraient être affectées par le projet, telles que les éleveurs, les nomades, les communautés aval, les communautés qui sont autour, ainsi de suite. Donc, tous ceux qui sont impliqués. Quand vous voulez faire un bon diagnostic participatif avec un groupe, vous devez commencer dans la réunion de départ. La réunion de départ, vous devez inviter tout le monde. Tous ceux qui peuvent être intéressés directement ou indirectement, qui peuvent être intéressés, qui peuvent être influencés, qui peuvent avoir un intérêt, sur l'initiative. Je prends un autre exemple. Vous, dans le cas, par exemple, d'une entreprise, vous voulez lancer un nouveau produit. Si vous voulez faire un bon diagnostic participatif, vous ne devez pas vous intéresser seulement à vos clients. Vous devez vous étendre à d'autres clients potentiels. Vraiment ouvrir cela pour que toute personne puisse s'exprimer. Ça peut être de manière virtuelle, bien sûr, parce que lorsque vous avez des clients, généralement, c'est de manière virtuelle. Et donc, la durée du diagnostic participatif dépend d'une communauté à une autre. Si la communauté est grande, ça prend plus de temps. Si la communauté est petite, ça prend moins de temps, en fait. Mais toujours est-il qu'il faut prendre le temps nécessaire, ne pas essayer de précipiter les choses. On a vu des cas où les gens partent en une journée, ils ont fait le diagnostic participatif avec la communauté, ils disent que non, ils ont fait, mais on a d'autres. Et quand vous repartez, vous vous rendez compte qu'en fait, la communauté n'était pas disponible en entièreté, tout le monde n'était pas invité, on n'a pas pris toutes les dispositions pour que tout le monde soit présent. Donc, il faut vraiment prendre le temps nécessaire pour que ce soit bien fait. Donc, lors de cette première étape dans le diagnostic participatif, on fixe les objectifs. On fixe les objectifs des membres de la communauté et des intervenants extérieurs. Ensemble, on se dit, les deux parties ont des objectifs en commun. Les intervenants extérieurs expliquent clairement ce qu'ils peuvent et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et les communautés expliquent clairement ce qu'elles peuvent faire et ce qu'elles ne peuvent pas faire. S'il faut même appeler une expertise hors du projet, ça doit être identifié lors du diagnostic participatif. Donc, il y a quelques outils que nous allons voir plus tard. Je les ai mis mais ici. C'est plus tard qu'on va voir les dessins et discussions, tableaux et pictogrammes, autocollants, histoire à compléter, série d'affiches non classées. Donc, ça, c'est les outils qu'on utilise souvent dans le diagnostic participatif. Donc, ça, c'est la première étape. Première étape, réunion communautaire où tout le monde est impliqué, où on s'assure que toutes les parties s'expriment. Deuxième étape, on décrit les catégories. Donc, on a le cadre du travail pour le diagnostic sur une grande feuille de papier, par exemple, et on identifie quel est le problème qui se pose, quelles sont les conditions matérielles pour pouvoir résoudre le problème, quelles sont les conditions communautaires pour pouvoir résoudre le problème. J'ai pris un cas, les communautés se rendent compte que leurs forêts sont en train d'être détruites, remises aux concessionnaires forestiers. Donc, le problème là-bas, c'est que nous sommes en train de perdre nos forêts. Lorsqu'on va dans nos forêts, il n'y a plus les animaux. Lorsqu'on bat, certains plantes médicinales sont en train de disparaître. Même certains produits forestiers non ligneux sont en train de disparaître. OK, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer une forêt communautaire pour pouvoir protéger notre espace de vie traditionnel. Est-ce que nous avons les conditions matérielles pour le faire? Maintenant, les gens vont répondre. Est-ce qu'il y a des conditions au niveau des communautés pour pouvoir créer une forêt communautaire? Donc, tout ça va être décrit à l'étape numéro 2. Donc, je reviens en détail sur l'identification du problème, les conditions matérielles et ensuite les conditions communautaires. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau avant que je n'avance?
Oui, je vois. OK. Oui, vous pouvez poser votre question. Soit vous écrivez dans le chat ou bien vous ouvrez votre micro pour poser la question. Donc, vous voulez que je donne l'exemple d'un intervenant extérieur. Une ONG, par exemple, est un intervenant extérieur à une communauté. Lorsque une ONG vient appuyer une communauté, par exemple dans le processus de foresterie communautaire ou bien dans le processus euh, de promotion de ses droits autour d'une aire protégée, c'est un acteur extérieur à la communauté. C'est un acteur extérieur à la communauté. Donc, DSEP, c'est diagnostic, suivi, évaluation, participatif. Donc, D, c'est diagnostic, S, c'est suivi, E, c'est évaluation, P, c'est participatif. OK? C'est bon? OK. Autre question? Donc, on a vu que, première partie, le diagnostic doit commencer par une grande réunion, par une grande consultation qui implique toutes les différentes personnes qui peuvent être concernées ou influencées ou avoir un intérêt sur ce qui est en train d'être fait. Deuxième, deuxième étape, il faut maintenant commencer à travailler sur les problèmes, donc identifier véritablement quel est le problème qui se pose. Ensuite, identifier les conditions matérielles. Certaines conditions importantes doivent être réunies avant de pouvoir entreprendre certaines activités. Par exemple, est-ce qu'il y a des terres? Est-ce qu'il y a de l'eau qui marche à proximité, dépendant du projet? Il est important que les communautés identifient les conditions matérielles nécessaires aux activités. Donc, je l'ai vu dire, par exemple, si on veut mettre en œuvre une forêt communautaire, il y a des conditions matérielles. Une forêt communautaire, ça veut dire il faut déterminer quel sera l'objectif de notre forêt communautaire. Si on veut, par exemple, faire notre forêt communautaire pour exploiter le bois, ça va demander du matériel. Si on veut faire la foresterie communautaire pour la protection de l'environnement, ça va demander un certain nombre de conditions matérielles. Donc, vous avez également les conditions communautaires. Examiner les conditions socio-économiques nécessaires. Est-ce qu'il y a des organisations communautaires qui peuvent entreprendre les activités? Est-ce que la communauté dispose d'une direction solide? Est-ce qu'il y a suffisamment de main-d'œuvre disponible dans la communauté? De quelle aptitude la communauté a besoin? Est-ce des conditions sociales, religieuses, économiques, de classe, de caste, des conditions légales, voire politiques qui peuvent influencer l'activité? Donc, c'est ça les conditions communautaires qu'il va falloir examiner lors de la deuxième étape du diagnostic participatif. Maintenant, lorsque vous avez fait ça, d'autres éléments des conditions communautaires, lorsque vous avez fait ça, troisième étape maintenant, c'est identifier les activités qui sont liées à, qui vont vous permettre maintenant de pouvoir réaliser tout ce que vous avez mis avant. Donc, dans la colonne de gauche, vous mettez les activités. Donc, activité possible, par exemple, ça peut être plantation mixte pour résoudre le problème, en fait. Donc, vous avez identifié des problèmes, vous avez identifié les conditions matérielles, vous avez identifié les conditions communautaires. Maintenant, pour pouvoir résoudre ces problèmes, quelles sont les activités qu'il faut mener? Donc, dans la colonne de gauche, vous faites une colonne dans laquelle vous mettez maintenant les activités qu'il faut mener. Donc, on a pris le cas d'un cas où il y a beaucoup de problèmes de choléra. Les enfants meurent. Dans notre village, beaucoup d'enfants meurent parce que de problèmes d'eau potable. Donc, là, l'activité qu'il faut mener, c'est construire des puits d'eau potable ou créer des points d'eau potable. Ça, c'est l'activité qui va nous permettre de résoudre le problème de choléra ou de morts, beaucoup de morts dues au choléra dans notre vie, ou aux maladies liées pas seulement le choléra, il y a beaucoup d'autres maladies, je voulais dire. Donc, ça peut être que beaucoup d'enfants meurent très tôt et quand on identifie, on se rend compte que c'est à cause de l'eau qu'ils consomment dans le village. Ça peut être aussi que, comme je l'ai dit, notre forêt est en train de disparaître
et on veut pouvoir protéger notre forêt. Donc, il faut créer une forêt communautaire. Donc, en termes d'activité, ici, c'est ça, créer une forêt communautaire. Ça peut être que nous-mêmes, on utilise beaucoup de bois pour pouvoir brûler et puis ça fait que notre forêt disparaît. Donc, il faut faire des forêts, des foyers améliorés. Donc, pour pouvoir pour utiliser moins de bois de chauffage. Euh, Ainsi de suite. Donc, voilà, ça, c'est la troisième étape où pour chaque problème qui avait été identifié et dont on avait identifié les conditions matérielles et communautaires, on identifie maintenant les activités qui sont liées à cela. Et lorsque l'on a fait ça, on passe maintenant à la quatrième étape qui consiste à identifier les conditions nécessaires pour chaque catégorie et pour chaque activité. Est-ce qu'on se comprend ici? Parce que vous allez par exemple, comme je l'ai dit, dans un village, il y a beaucoup de problèmes. Vous allez prendre certains, vous allez maintenant, une fois vous avez énoncé tous ces problèmes, toutes ces activités possibles, vous allez maintenant les mettre en catégories. Et ces catégories-là, maintenant, il faut pouvoir voir les conditions nécessaires liées à ces catégories-là. Et lors de l'étape suivante, vous devez les classer. Classer cela en groupe, tout ce qui va ensemble. Donc, classer les conditions nécessaires, demander au groupe de discuter pour choisir les conditions nécessaires les plus importantes dans chaque catégorie, pour chaque activité, puis choisissez les conditions nécessaires suivantes par ordre d'importance, puis troisièmement, mettre tout cela ensemble. Et lorsque certaines conditions ne sont pas nécessaires, vous pouvez les communautés vont maintenant les omettre. Donc, vous voyez par exemple ici, plantation mixte. Ici, vous n'avez pas assez de fruits, besoin d'arbres d'ombrage, besoin de bois besoin de bois de feu. Donc, ici, tout cela va, tous ces problèmes qui sont identifiés sont là pour les résoudre. On a vu comme activité de créer une plantation mixte. Mais chacun de ces problèmes a une importance, a un certain poids pour la communauté. Et il faut pouvoir maintenant définir quelle est l'activité, quelles sont celles qui sont les plus importantes. Et donc, on les classe, on fait un classement. La communauté peut dire, par exemple, pour nous, les fruits sont importants parce que nos enfants ont besoin de fruits et même les vieux, tout le monde a besoin de fruits dans ce village. Donc, il faut vraiment que nous créions cette plantation. Et l'ombrage, c'est quelque chose qui est secondaire parce qu'on a déjà quelques arbres aussi, même si l'ombrage est important, mais ce n'est pas vraiment plus important comme les fruits. Et le bois de feu, on a notre forêt, parfois on a souvent du bois là-bas, mais si on crée cette plantation, on aura encore un supplément de bois de feu. Donc, on classe tous ces problèmes de manière prioritaire. OK? Donc, ce modèle de cas de travail devrait nous permettre d'orienter la discussion et de trouver le moyen d'organiser l'information. Donc, il est possible que cette façon de faire ne marche pas. Donc, c'est là où vous, en tant que facilitateur, vous, en tant qu'agent de terrain, vous devez être assez ingénieux pour arriver à orienter, à aider les communautés à pouvoir bien organiser l'information pour avoir un document de travail qui soit vraiment utile. Donc, lorsqu'on a fini avec la cinquième étape, on passe à la sixième étape qui est l'identification de l'information requise. Donc, dans la première étape, Gabriel, excusez-moi, je devais demander aux enfants d'arrêter de faire de bruit. Donc, je disais que on a vu les différentes étapes. Au début, vous commencez par fixer les objectifs, les communautés fixent les objectifs. Ensuite, on décrit les différentes catégories. Donc,
ou les problèmes, les conditions matérielles, les conditions communautaires. Et maintenant, on passe à une troisième étape où on identifie les activités qui sont liées pour chacun des problèmes qui avaient été dans les groupes de problèmes qui avaient été identifiés. On voit donc quelles sont les activités possibles qui peuvent être faites pour les résoudre. Et quatrièmement, on regarde les conditions nécessaires pour pouvoir réaliser ces activités-là. Et cinquième étape, on les regroupe. On met tout ça en différents groupes. Et sixième étape maintenant, vous devez pouvoir identifier l'information qui est requise. Donc, vous avez le problème qui est identifié, les conditions matérielles sont identifiées. Ensuite, pour chaque activité prévue, il faut examiner les conditions nécessaires et identifier les informations requises pour savoir si elles existent. Pour cela, on peut se servir de feuilles d'information sur les activités pour chaque activité prévue. Donc, par exemple, pour la gestion du bois au village, on a une feuille. Pour l'activité de plantation mixte, on a une feuille. Pour l'activité de foyer amélioré, on a une feuille où on va mettre les informations qui sont requises et on va voir aussi les informations qui sont, les activités qui sont prévues, les résultats qu'on veut obtenir une fois qu'on a ces informations-là. Et donc, lorsqu'on a fait tout cela, la septième étape, c'est collecter maintenant l'information. Les personnes qui participent à la réunion disposent peut-être de l'information requise. Certaines personnes peuvent fournir l'information, les groupes peuvent confirmer, valider ou... Donc, dans le village, déjà, on peut avoir certaines informations, mais ces informations peuvent être à l'extérieur du village. Et il va falloir les collecter. Donc, j'ai mis là-bas quelques outils que nous allons utiliser, mais je n'insiste pas dessus parce que c'est dans la suite, on va revenir sur tous ces outils, on va voir les outils participatifs, et on va voir comment on les utilise. Et la dernière étape, la huitième étape, c'est l'analyse de l'information. Donc, lorsqu'on a collecté toutes ces informations, on doit pouvoir mettre tout cela dans le groupe élargi, avec le groupe d'ensemble, pour pouvoir analyser cette information et valider les informations qui sont fiables pour savoir quelles sont les activités qu'on va mener pour résoudre quels problèmes, avec quelles conditions matérielles et quelles conditions communautaires. Et ici, ça nous permet de voir est-ce qu'on a besoin d'autres conditions extérieures, est-ce qu'on a besoin d'autres intervenants extérieurs pour s'assurer que, pour pouvoir pallier au manque de certaines conditions communautaires. Donc, c'est ça les 8 étapes que nous devons suivre dans le diagnostic participatif. OK? Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? OK. Donc, nous avons vu jusque-là que les méthodes participatives UGS, c'est diagnostic participatif, participation à la collecte des données de base, suivi participatif et évaluation participative. Donc, nous avons passé en revue le diagnostic participatif et je voudrais vous donner ici un travail à faire. OK. Donc, tout est clair. Donc, pardon. Un travail que je voudrais vous donner à faire ici, c'est chacun de vous, je voudrais que chacun de vous puisse, si vous travaillez dans une initiative où vous avez clairement identifié la communauté avec laquelle vous travaillez et ou alors vous avez une communauté avec laquelle vous allez travailler, le travail à faire ici, c'est de voir est-ce que pour mettre en œuvre l'initiative que vous avez actuellement, vous êtes en train de mettre en œuvre actuellement, vous avez fait le diagnostic participatif. Et si vous l'avez fait, quelles sont les étapes que vous avez suivies? Donc, je vais noter ça ici. Donc, dans l'initiative ou planifier, donc ça peut être une initiative que vous avez planifiée. Si c'est une activité qui est en cours, la question c'est avez-vous réalisé le diagnostic participatif?
Si oui, quelles sont les étapes que vous avez suivies? Et maintenant, dans le cas où vous planifiez de mener une action avec une communauté ou un groupe cible, comment comptez-vous organiser le diagnostic participatif après ce cours? Voilà. Donc, voilà le travail à faire pour cette partie-ci. Il y aura les deux cas. Donc, que ce soit que vous soyez déjà en train de travailler dans le cadre d'un projet, comme notre ami Matiti, qui l'autre jour était dans une chefferie pour accompagner des communautés. Donc, la question qui est posée à ce genre d'apprenants, c'est est-ce que dans l'initiative que vous menez actuellement, vous avez mené un diagnostic participatif? Si oui, quelles sont les étapes que vous avez eu à suivre? Et dans le cas où vous planifiez de mener une activité ou une action avec votre groupe cible ou vos communautés, ou les communautés, comment vous comptez le faire après que vous ayez suivi cet enseignement, que vous ayez suivi cette présentation ce soir? OK? Voilà. Donc, est-ce que quelqu'un pourrait... Là, il nous reste 3 minutes. Je ne voudrais pas... Le plus tôt, le devoir, et quand je donne un devoir, c'est le plus tôt sera le mieux. Mais c'est toujours bien de le faire avant notre prochaine rencontre qui doit se faire dans une semaine. Donc, tant que vous pouvez le faire avant cette réunion, c'est toujours une bonne chose. Donc, c'est un peu ça. Donc, je voulais dire qu'il nous reste 3 minutes et je ne voudrais pas... la prochaine partie maintenant, c'est la, la deuxième étape, la deuxième méthode, par exemple, qui est la participation à la collecte de données de base. Et je voudrais pas attaquer cette partie avant, pour que la vidéo se coupe. Je voudrais que la vidéo s'arrête actuellement pour que, avant qu'on engage la troisième partie. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir son micro et partager son expérience avec nous sur le diagnostic participatif? Il nous reste 2 minutes. Est-ce que quelqu'un peut rapidement ouvrir son micro et partager avec nous son expérience en matière de diagnostic participatif? Aucun volontaire pour partager avec nous son expérience? Vous êtes là? Oui, nous sommes là. OK. Donc, nous t'écoutons. Non, en fait, je n'ai pas d'expérience à partager. C'était juste pour dire que nous sommes là aussi. Nous allons essayer de répondre aux questions par rapport à ce que nous avons appris aujourd'hui. OK, donc vous n'avez pas d'expérience dans le domaine. Non. OK, pas de souci. Donc,
on va être coupé dans une minute. Donc, on va arrêter et puis on va lancer la dernière partie de notre cours aujourd'hui. OK?